parce que de jeudi en jeudi, le SMT de l'aire métropolitaine lyonnaise nous réunit pour parler d'intermodalité en mode pratique. Alors, c'est pas rien d'avoir la volonté d'une approche pragmatique. Et elle se traduit comment? À l'écoute des élus. Donc, Luc François, bonjour. Je vais bientôt vous donner la parole. Vous êtes ici en Bonjour. ligne avec nous. Bonjour, bonjour monsieur. Elle se traduit comment? Elle se traduit à l'écoute des techniciens. Alors merci à vous tous qui nous rejoignez. Vous êtes nombreux, encore plus nombreux que pour le webinaire sur la marche. Et toute l'équipe projet, puisqu'il y a un dispositif important qui réunit, vous remercie de ces encouragements. L'approche pragmatique, elle se traduit à l'écoute des experts, donc sur proposition des deux agences d'urbanisme de Lyon et Saint-Étienne. Et on va aller du côté de l'ouest de la France pour écouter un certain nombre de témoignages et du côté de l'État. Et enfin, elle se traduit par la participation de Sonia Lavadino, qui, allez, je me lance, qui est une scientifique humaniste et qui sait distiller une musique sur l'action publique et comment elle est importante en lien à l'acceptabilité sociale. Voilà ce qu'est une approche pragmatique. Luc François, vous ouvrez ce webinaire. Merci de nous accueillir. Alors, le dialogue, c'est vraiment une volonté du SMT. Eh ben oui, c'est une volonté du SMT. On l'a déjà vu au dernier webinaire. Là, c'est notre deuxième webinaire et je suis très heureux de vous accueillir dans ce deuxième webinaire où on va parler d'un mode particulier avec cette jonction avec la gare, c'est le vélo. Alors, effectivement, le SMT a engagé une série de 4 webinaires qui s'inscrivent dans la continuité du plan d'action intermodalité du SMT, ce PAI. C'est une démarche structurante avec les territoires qui vise depuis 2018 à améliorer le passage d'un mode à l'autre et simplifier le parcours des usagers au-delà des limites institutionnelles. Et c'est ce qui compte finalement, c'est ça la mobilité. Les objectifs de ces webinaires, c'est de partager en quelques chiffres clés finalement, quelques principes et des pratiques stimulantes. Et le vélo en fait partie, bien entendu. Donc, je vous propose que nous étudions avec vous les enjeux actuels liés aux 4 modes d'accès aux gares. On a vu déjà la marche la dernière fois, aujourd'hui le vélo, et puis dans nos 2 prochains webinaires, nous étudierons les transports collectifs et pour finir avec la voiture. Ainsi, après notre premier webinaire du 17 décembre, c'était juste avant les fêtes, souvenez-vous, qui était consacré donc à la marche, maillon de l'intermodalité. Aujourd'hui, nous traiterons donc de l'intermodalité vélo en gare périurbaine et rurale. Je m'étais engagé la dernière fois à faire un format court d'1 heure et à vous libérer à 14 heures. Je tiens également cet engagement, c'est-à-dire qu'à 14 heures, je m'engage auprès de vous que tout le monde soit libre et aille vaquer à ses obligations, ses obligations et autre chose. Donc, je m'engage à ce que 14 heures, ça soit terminé et je le reprécise à l'ensemble des intervenants. Nous avons eu des bons retours sur le premier webinaire et aujourd'hui, je suis très heureux et fier de vous annoncer que nous avons près de 140 participants à ce webinaire. Donc, ça veut dire que la formule plaît et donc je m'en réjouis. Ça veut dire que le SMT finalement joue son rôle à la fois d'information, mais aussi de base de réflexion à ce que l'on peut appliquer sur nos territoires. Ces webinaires, c'est l'occasion de mettre en avant des enjeux. Et celui sur le vélo aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre en avant 4 enjeux principaux. Tout d'abord, l'accessibilité de la gare sur la voirie à 2 échelles. C'est les pôles d'échange et les rabattements diffusion en vélo. De sécurité dans les parcours usagers, de son information, mais aussi de la notion de plaisir dans le parcours. Deuxième enjeu, l'emport dans les trains, politique par le sens de pointe ou contre-pointe, ou par période semaine, week-end. Et enfin, avant-dernier point, le stationnement dans toutes ses formes, ses possibilités, son intégration tarifaire, qui doit être au cœur du webinaire. C'est le problème crucial de la tarification. Et enfin, dernier enjeu identifié, il s'agit du service dans les gares. Et ça, c'est un problème très vaste. Et l'on pourrait tout d'abord commencer ce webinaire par quelques chiffres, mais je ne vais pas vous saouler avec des chiffres, mais simplement vous dire que la pratique du vélo, on a tous un vélo dans son garage. Pratiquement 2/3 des familles périurbaines de l'aire métropolitaine possèdent au moins un vélo. Alors on s'en sert pas, mais il n'empêche qu'il est là.
Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que l'usager de périurbains, il se déplace seulement 1% à vélo, donc c'est pas énorme. C'est en moyenne 18 minutes de départ-déplacement et un déplacement fait le plus souvent 2 à 7 kilomètres. Alors ça change un petit peu la donne avec le vélo assistance électrique où là, on gomme les reliefs et en plus, on allonge les distances. En intermodalité, si on prend l'usage en intermodalité, c'est-à-dire en stationnement plus en port, on peut aller jusqu'à 5% des accès aux gares périurbaines et on constate depuis 5 ans une demande croissante. Alors c'est vrai que les motifs de déplacement en vélo sont variés, travail, études et loisirs, mais il est vrai aussi que la crise sanitaire a changé les habitudes en matière de vélo et on peut que constater que finalement l'usage des vélos a été exponentiel pendant cette crise. Alors on a vu apparaître des initiatives, les Corona pistes, les Corona Lane, comme dit Sonia, mais en attendant cette pratique du vélo, on le constate nous tous les jours que finalement la demande est croissante. Sur la deuxième slide, je vous propose d'aborder un sujet, c'est l'emport dans les trains et les stationnements dans les gares. L'emport dans les trains, c'est une obligation faite par la loi, mais c'est pas facile. Et on se rend compte que si en période creuse c'est possible, en période de pointe, c'en est tout à fait différent. Sur le stationnement dans les gares, eh bien, je comprends les usagers qui veulent stocker leur vélo en toute sécurité, le retrouver pas trop humide et le retrouver en l'état. Alors, bien sûr qu'il y a des différents maîtres d'ouvrage qui mettent à disposition des outils de stationnement, des outils qui sont mis à disposition, mais qui sont pas vraiment coordonnés. On voit différents acteurs sur la slide, je vais pas tous les citer, mais il n'y a pas vraiment de coordination au niveau de ces outils de stationnement. Pour les usagers, en tout cas, les enjeux sont qualitatifs. Un vélo électrique, c'est 2500 € et on comprend l'usager qui veut bien le laisser, mais il veut aussi le retrouver en l'état et le retrouver aussi. Voilà. Sur la troisième slide, eh bien, c'est un petit exercice qui a été fait par les agences d'urbanisme de Lyon et Saint-Étienne qui concerne l'accessibilité aux gares et on s'est dit, mais finalement, au lieu de parler de l'immédiate proximité des gares, avec le vélo, on peut un petit peu dézoomer. Et sur une carte, quand on regarde un petit peu sur la carte avec les différentes sortes de rouge jusqu'au vert, on se rend compte que si on dézoome un petit peu, c'est-à-dire sur des distances de 3 à 6 km, on voit que le nombre de communes touchées qui peuvent être accessibles directement en vélo sur un territoire, eh bien, on se rend compte que notre étoile lyonnaise ressemble plus à une nébuleuse, je dirais pas un virus, mais presque, mais plus à une étoile avec des branches bien distinctes. Donc, ça veut dire que le vélo change aussi la donne en matière de distance-temps, et ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui demande à être étudié. J'exclus pas effectivement l'usage ludique et de loisir du vélo, et on sait très bien sur la partie verte de la slide qu'on a tous des schémas vélo métropolitains ou locaux qui font l'usage du vélo pour les parties loisirs par des itinéraires cyclables qui sont comme la Via Rona, très utilisés et très fréquentés. Je ne vais pas être plus long, je m'étais engagé à le faire en 10 minutes, on est à plus 8 minutes, c'est parfait. Ce propos introductif est donc terminé pour moi et je vais laisser vous laisser la parole pour la suite de ce webinaire. Je vous retrouverai à la fin de ce webinaire pour le conclure. Vous voyez que finalement l'usage du vélo, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'extrapolation et beaucoup d'avenir, peut-être aussi parce que on l'a vu que nos concitoyens ont parfois des changements d'habitude et ces changements d'habitude peuvent entraîner de la multimodalité et finalement des changements de mode de transport qui peuvent être profitables à nos transports publics. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Luc-François et merci de cette introduction un peu questionnante et on voit à vous entendre au son de votre voix qu'il y a du potentiel et que vous questionnez justement sur ces potentiels et évidemment on va tout de suite demander à Sonia peut-être de réagir à cette introduction. Déjà Sonia doit être très contente de voir qu'on a quelques éléments de cadrage par Luc-François et peut-être de réagir Sonia sur les grandes tendances aujourd'hui sur l'intermodalité cyclable. Excusez-moi Sonia, je ne vous vois pas à l'écran. J'ai pourtant mon écran allumé.
Oui, vous me voyez? D'accord, Ah, voilà, on vous voit parfait. et on aime vous voir apparaître. Alors, suite à l'introduction de Luc François, comment vous situeriez un petit peu pour tous les internautes un peu cette question du vélo, comment on l'amène et ses potentiels, cette promesse de potentiel avec le VAE notamment? Pour moi, c'est très clair que ce potentiel est énorme et il est en fait totalement interconnecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement, raisonnablement attendre une vraie politique multimodale au sein des périphéries sans un maillage structuré fort, notamment par le ferré. Ça, beaucoup de pays le démontrent, hein. Évidemment, on a tous en tête les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, sont tous des pays qui ont à la fois des infrastructures cyclables extrêmement fortes et une très très bonne intermodalité vers les gares et une bonne politique de rabattement vers les gares. Ce sont en fait vraiment deux faces d'une même médaille. Et je pense qu'il est urgent, d'une certaine manière, qu'en France, on se rende vraiment compte que ces deux politiques s'interpénètrent et qu'elles s'alimentent mutuellement. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un vrai potentiel dans le territoire lyonnais. Il y a aucun doute dans mon esprit là-dessus. Je voudrais attirer l'attention sur 5 points qui me semblent assez essentiels à avoir à l'esprit. On va voir qu'ils seront importants tout au long de ce séminaire, mais je voudrais introduire d'emblée ces 5 éléments, qu'on les ait bien en tête. Tout d'abord, le fait que il n'y a pas que la pendularité dans la vie, hein. Bien entendu, ce serait vraiment erroné de partir du principe que les gares et le rabattement vélo vers les gares ne servent qu'au motif travail. Il y a vraiment beaucoup de raisons, vraiment des multiples raisons de venir à la gare. Il me fait aussi vous dire qu'une vraie politique de réseau vélo se doit de passer à la gare un peu par défaut, c'est-à-dire que beaucoup d'itinéraires vélo, même quand il s'agit d'aller à la piscine, d'aller au supermarché, d'aller faire des loisirs, de se balader en famille, par défaut devraient passer devant la gare, même si on ne va pas à la gare, ça me paraît important. Nous, en tout cas en Suisse, c'est notre technique, on va dire. La gare est toujours visible, toujours connectée au quartier de vie. C'est un vrai lieu de vie pour les gens des alentours. J'y vais à la gare, même si j'y vais pas prendre le train. Et ça, c'est un point clé. J'aimerais vraiment beaucoup que, en France, on commence à avoir cette même approche dans laquelle la gare est un lieu de vie parmi d'autres et on y passe devant, même si on l'utilise pas directement ce jour-là pour prendre le train, l'ancrer dans la carte mentale. Deuxième point, c'est la question du réseau. Il s'agit de vraiment pas travailler gare par gare, mais de travailler les gares dans leur réseau, dans leur raison d'être, si on peut dire, parce que, in fine, les gares, comme toutes les centralités, sont connectées à elles-mêmes, j'entends entre gares, et aussi à d'autres centralités. Donc, comment se positionne cette gare dans le réseau, comment elle est connectée dans son corridor, dans son étoile, ça, ce sont des questions hyper importantes et il s'agit aussi de mettre en synergie plusieurs gares ensemble plutôt qu'agir sur gare par gare. On gagne beaucoup à travailler sur plusieurs gares. Le troisième point que je voudrais signaler, c'est l'interland de la gare. Quelle est la tête finalement de l'environnement de la gare? L'environnement proche tout d'abord, mais aussi l'environnement élargi, les questions de bifacialité, les questions de raccordement aux autres centralités aux alentours, les questions de raccordement aux autres gares. Tout ceci sont des éléments importants. On va évidemment les aborder. Le quatrième point, c'est le rayon d'attractivité de la gare. Moi, je vous encourage, de la même façon qu'on l'a déjà vu la dernière fois pour la marche, à vraiment étendre la capacité de rabattement et à travailler sur les maximums plutôt que sur les minimums. On avait vu la dernière fois que c'était 2 km pour la marche facilement. Ici, je pense qu'on peut facilement être dans des rayons qui sont de 5 à 10 km, voire même parfois 12-15 km pour le vélo électrique. Et justement, c'est tout le potentiel du vélo électrique qu'on pourrait aborder. On va sans doute le faire. Pour moi, il est clair que c'est là qu'il y a la croissance la plus exponentielle et c'est aussi là qu'on trouvera le plus de réponses pour les périphéries qui sont le sujet qui nous intéresse ici sur les gares périurbaines en particulier. Ça paraît clair que le vélo électrique est un immense levier qu'il va falloir vraiment je dirais l'activer jusqu'au bout. En tout cas, on voit que ça donne des très bons résultats. Nous, en Suisse, on a une croissance d'environ 300% par année d'achat de vélos électriques et on voit que c'est vraiment un énorme levier pour le développement je dirais, la mobilité dans nos régions périurbaines. Et enfin, dernier point qui a déjà été mentionné par Luc, c'est la question des services. Et je voudrais pointer, bien qu'on insiste beaucoup aujourd'hui sur le stationnement, que ces services vont bien au-delà du stationnement, vont d'ailleurs bien au-delà des services orientés vélo en général. La gare se doit devenir un lieu de vie, se doit devenir une vraie centralité.
Et avant d'être cycliste, on est aussi humain. On a aussi besoin d'un café, on a besoin d'autres types de choses. Et je vous encourage à retenir aussi cet aspect-là. On va évidemment y revenir dans nos exemples. Donc voilà pour les choses que je voudrais dire en propos introductif. Je vous repasse la parole. Merci Sonia, on a bien compris votre message, une gare fédératrice dans la ville et effectivement avec toutes vos recommandations, on va progresser, on va continuer en accueillant Thierry Ducrest. Bonjour Thierry Ducrest. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, on est ravis de vous accueillir parce qu'on le sait, vous collaborez souvent avec les agences d'urbanisme et là aujourd'hui vous nous faites l'amitié, j'ai envie de dire, de venir un petit peu nourrir ce nouveau format et de challenger sur une intervention assez courte mais aussi de mise en contexte de cette vision nationale du vélo. Alors Thierry Ducrest, si on disait S comme stat et un peu quelques petits sentiers pour ambitionner un peu plus la question du vélo, ça serait quoi? Je suis désolé, il y a eu un petit moment de coupure, vous pouvez répéter? Ce que je disais tout simplement, c'est qu'on est ravis de vous accueillir, donc j'espère que ça vous l'avez bien entendu parce que c'est un message important. Et moi aussi je suis ravi d'avoir l'opportunité d'échanger. Voilà, vous collaborez souvent avec les agences, donc on est ravis dans le cadre de la collaboration avec le SMT d'avoir un peu cette lecture croisée. Et quelle est l'impulsion du point de vue de votre point de vue, mais dans la stratégie nationale, la politique nationale du vélo, quels sont les éléments importants à porter à notre connaissance pour effectivement se booster sur les territoires périurbains, des territoires, allez, disons-le, parfois pas toujours zoomer sur ces questions? Oui, merci beaucoup. D'abord, je ne peux qu'abonder dans tout ce qu'a présenté Monsieur François et Madame Lavadino. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été présentés. Bon, on m'a demandé d'être assez rapide, donc je ne vais pas pouvoir m'étendre longuement, mais effectivement, mon point de vue, c'est celui un peu de vu d'une échelle nationale. Et la question de l'intermodalité est bien prise en compte dans les démarches voilà, de cette échelle-là. Et je voudrais en donner quelques éclairages, mais c'est surtout évidemment les questions qui pourront être intéressantes pour préciser certains éléments. Donc le plan vélo à l'échelle nationale de septembre 2018, il a pour objectif de tripler la place du vélo en France à l'horizon 2024. J'ai pas le temps de m'étendre sur l'ensemble des éléments qu'il constitue, mais la question de l'intermodalité est présente dans les 4 axes que vous voyez à l'écran. Et pour donner un petit éclairage aussi, la France est plutôt dans le peloton de queue en termes de place du vélo. Hein. Vous avez quelques exemples dans des pays, nos voisins proches. Je voudrais aussi peut-être casser une idée reçue, si jamais elle est dans quelques têtes aujourd'hui, c'est que tous les types de territoires sont concernés, y compris le périurbain. Vous avez quelques chiffres là qui sont donnés. 40% des déplacements en voiture en France font moins de 5 km, c'est-à-dire à peu près 20 minutes en vélo. Et quel que soit le type de territoire, urbain, périurbain, rural, vous avez entre 30 et 50% des déplacements qui font entre 1 et 5 km. Derrière, ce report modal de la voiture vers le vélo, c'est une vraie solution en termes de gaz à effet de serre, comme vous pouvez le voir aussi dans les chiffres qui sont indiqués là. Donc le vélo est vraiment adapté à vos territoires et comme ça a été dit, le vélo à assistance électrique gomme les reliefs et donc en particulier pour une bonne part de votre territoire, vous êtes concerné par cette question. On va passer à la slide suivante. Donc la question de l'intermodalité, elle correspond avec le vélo et en gare, elle correspond à un peu deux enjeux. D'une part, développer l'usage du vélo et donc ça a été commencé à être abordé. Il y a l'enjeu du stationnement en gare qui correspond plutôt à des usages, on va dire, de déplacement du quotidien. Et puis l'emport de vélo à bord des cars et des trains. Et là, on est plutôt sur des usages de type loisir ou vélotourisme. Et je vous renvoie pour pas être trop long sur une étude qu'a publiée l'association Vélo et Territoire, une étude Embarque qui est très détaillée sur tous les besoins des cyclistes, que ce soit avant, avant le trajet, pendant le trajet ou après le trajet. C'est aussi un objectif d'induire de la clientèle TER. Hein, les zones de chalandise sont bien étendues avec le vélo. Hein, pour donner un ordre de grandeur, à pied, un quart d'heure, c'est à peu près 1 km. En vélo, en un quart d'heure, on fait 4 km. C'est-à-dire que l'aire de chalandise est multipliée par 16. Donc potentiellement 16 fois plus de populations qui sont
qui sont attirés, enfin qui en tout cas pour lesquels la gare devient aisément accessible. Et les chiffres montrent aussi que ça génère effectivement des nouveaux clients. Une étude de l'ADEME récente l'a confirmé avec donc 16% d'augmentation des clients TER quand on installe, enfin parmi les personnes qui utilisent un stationnement sécurisé qui est mis en place. Voilà, la question de l'emport de vélo, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle est traitée dans la LOM avec des obligations qui ont été évoquées tout à l'heure d'équiper les trains neufs et rénovés de 4 à 8 places. La même obligation porte pour les cars, en particulier pour les cars Macron avec 5 places minimum. Voilà, ça, ces obligations sont aujourd'hui en vigueur. La slide d'après. Voilà, pour faire un petit focus sur la question du stationnement vélo en gare, donc cette question elle a été aussi bien abordée dans la LOM avec des obligations d'équiper les pôles d'échange de manière générale avant le 1er janvier 2024. Alors, en règle générale, tous les pôles d'échange doivent être équipés de stationnement sécurisé pour les vélos. C'est une décision locale qui doit être concertée entre les AOM, les communes, les opérateurs et les propriétaires d'emprise. Et une particularité a été faite pour les gares. Et en l'occurrence, dans les textes d'application de la LOM, 1133 gares ont été définies en France avec une obligation au 1er janvier 2024 de réaliser un nombre minimum de places de stationnement. C'est du stationnement sécurisé, donc ça veut dire soit fermé, soit vidéosurveillé, et à moins de 70 mètres d'une entrée. L'objectif, c'est de réaliser en 2024 90 000 emplacements, c'est-à-dire à peu près le double de ce qu'il y a aujourd'hui en France. Sur le périmètre du SMT, l'agence d'urbanisme de Lyon, Thomas Rousseau, a réalisé une petite analyse. Donc, il y a 55 gares qui sont concernées, à peu près un tiers qui sont déjà équipées, conformément aux besoins, et un tiers qui est à peu près dans les clous, et un tiers qui a besoin d'être mieux équipé pour respecter ses obligations. Et dans le cadre du plan de relance, l'État a débloqué 50 millions d'euros qui sur le territoire national pour réaliser ces objectifs, pour aider les maîtres d'ouvrage à réaliser ces objectifs. Et donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, des travaux sont en cours entre l'État, Gare et Connexion pour réaliser les 2000 places qui sont à créer sur la région. Voilà, sans être plus long, donc rappeler d'abord que les AOM, quelles qu'elles soient, ont la compétence pour soutenir les politiques cyclables de manière générale, sous toutes ses formes, soit en étant opérateur de services, soit en les soutenant financièrement. Et puis localement aussi, je souligne deux processus en cours. Un appel à projet pour réaliser des aménagements cyclables, lancé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui est ouvert jusqu'au 30 avril 2022, auquel vous pouvez porter vos projets. Et puis un programme qui s'appelle Alvéole Plus, qui aide à financer du stationnement vélo sécurisé dans les autres pôles d'échange et sur l'espace public de manière générale, qui sera prochainement ouvert dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. Merci Thierry Lucrèce. Permettez-moi une petite question transition avant de faire réagir Sonia. Est-ce que du point de vue de la question du changement des comportements, puisqu'on est parti effectivement d'indications chiffrées, voilà, on pouvait faire que mieux. Est-ce que de votre point de vue, cette incitation au vélo, est-ce que on peut vous demander quand même si aujourd'hui cette incitation est en cours et les leviers qualitatifs aussi se mettent en place? Oui, alors on a pas mal d'indicateurs qui montrent que la pratique du vélo évolue. Elle a connu un vrai changement, en particulier à l'occasion du déconfinement. Je parle pas la peine de m'étendre dessus. Je pense que tout le monde l'a perçu. Et donc voilà, il y a des comptages, il y a des enquêtes qui montrent que le vélo progresse, mais il y a encore énormément à faire. Pour faire évoluer les comportements, c'est vraiment un ensemble de briques qui doivent être mises en place. Et donc des aménagements cyclables pour lever les inquiétudes qui tournent autour de la sécurité du déplacement, du stationnement pour lutter contre la crainte du vélo, des incitations, de la communication, des apprentissages. Enfin, voilà. Bien sûr. Mais s'il y avait un chiffre clé à retenir qui donne envie de voir qu'on va dans le bon sens, est-ce que on peut vous demander peut-être quelque chose qui vous
vous conforte dans l'idée de la pédagogie et des dispositifs en place. Il y a une information, un fait, une anecdote. Allez, je vous en donne deux qui me viennent. Plus 30% de comptage vélo en France entre 2021 et 2019. Donc 30%, c'est vraiment énorme. Fin 2021, il y avait 80 000 enfants qui ont été formés au savoir rouler à vélo. Voilà, depuis 2019 aussi. Bien. Ben, merci monsieur, merci beaucoup pour cet exercice qui évidemment nous ramène à notre grand témoin, Sonia Lavadino, qui nous écoute de Lausanne, je crois, c'est ça Sonia? Oui, de la Suisse centrale en fait. Donc pour le coup, je suis encore plus dans le rural que si j'étais à Lausanne. Donc c'est bien, ça tombe bien, on est bien dans le sujet. Donc moi je retiens 2-3 éléments qui me semblent intéressants. Tout d'abord, ce rayon de chalandise qui est en effet bien plus important que la marche est très complémentaire pour moi. Hein. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, au contraire. Je pense que j'aimerais aussi souligner 2 choses, c'est que quand on dit ça, on pense beaucoup du coup que les cyclistes viennent de loin. Et c'est bien entendu vrai, et je venais de le souligner précédemment sur la question du vélo électrique. Pour autant, il ne faut pas négliger les cyclistes de proximité. C'est très important de bien comprendre qu'il y a beaucoup de cyclistes, d'ailleurs comme les automobilistes, qui ne font que 2-3 kilomètres. Et c'est bien important aussi de travailler sur les aménagements de proximité pour les pistes cyclables. Je trouve que c'est un sujet qui est très souvent négligé dans les centralités et dans les secteurs de gare, dans lesquels finalement on ne travaille pas assez les zones de rencontre, les chaussées-doux, les façons de faire qui apaisent les 2-3 kilomètres, 5 kilomètres qui sont vraiment dans la proximité immédiate de la gare. C'est pas parce que c'est pas le rayon de chalandise habituel du vélo qu'on a en tête qu'il faut négliger ces derniers kilomètres là. L'autre sujet que je voudrais évoquer, c'est la question de l'emport vélo. On voit dans les approches qui sont pratiquées aux Pays-Bas ou en Suisse que nous, en tout cas, on a beaucoup opté ici dans nos nouveaux trains pour des sas généralistes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme on faisait précédemment, des espaces dans lesquels c'était vraiment fait pour garer les vélos, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on adapte nos trains de telle sorte que le sas d'entrée devient un vrai énorme sas selon une règle que j'appelle la règle des 2G ou G et G, c'est-à-dire généraliste et généreux. Beaucoup d'espace, mais un espace qui peut servir aussi à placer des poussettes, à placer des valises, à placer des familles entières de Chinois ou d'Indiens quand ils débarquent chez nous pour visiter les Alpes. Ils peuvent aussi occuper ces espaces qui sont par ailleurs occupés par les vélos quand il y a beaucoup de cyclistes, et c'est un système qui marche très très bien, qui d'ailleurs est moins onéreux puisque vous avez moins besoin de allouer de l'espace particulier ou des aménagements qui coûtent plus cher et simplement donner de l'espace. L'autre point, évidemment, serait aussi de lisser sur les heures de pointe qui sont souvent là où il y a beaucoup de problématiques et sources de frustration pour les cyclistes. Donc peut-être que là, il y aurait une approche aussi, y compris par la tarification. Nous, en Suisse, on travaille beaucoup là-dessus avec des tickets qui essayent vraiment de répartir les usages de loisirs, d'achat, de travail, et y compris dans le travail, d'inciter les gens à démarrer plus tard et à plus lisser vraiment ce phénomène d'heures de pointe pour qu'on ait moins ce phénomène d'Everest et qu'on ait plus des collines à vaches sur nos heures de pointe. Et on y réussit d'ailleurs assez bien depuis 10 ans. On a de plus en plus des heures étalées sur la pointe et moins cette concentration qui pose tant de problèmes, pas que pour les vélos d'ailleurs, pour tout le monde. Hein. Je voudrais finir sur la question 2 points encore, les aménagements, le stationnement. Vous avez dit que vous aviez ce but de 4% de fréquentation. Moi, je trouve ça bien. Pour moi, c'est un bon minimum. Mais il me paraît clair que, notamment dans la région lyonnaise, si vous visez déjà des parts modales vélo qui seraient plutôt de 10 ou de 15%, eh ben, planifiez pour cela. C'est-à-dire aménager directement déjà plus de stationnement qui l'on serait nécessaire parce que c'est aussi un effet signal. Quand on voit surgir des dizaines ou des centaines de places de parcs vélo, au début, c'est un peu vide, mais à la longue, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Pensez aussi à faire du stationnement modulable qui peut être posé par paquet dès que vous en avez besoin. Ne passez pas 2 ans à planifier encore quelque chose dont vous aurez besoin mois par mois, saison par saison. Hein. Et puis, le dernier point, c'est la question du financement. Vous avez beaucoup parlé du financement et je trouve ça bien les deux sujets que vous avez mentionnés. Moi, j'aurais tout de suite lancé un paquet sur les petites gares et les dessertes des 2e, 3e couronnes périphériques et rurales. Je dis ça par analogie avec le programme Cœur de ville et puis Petite ville de demain,
parce qu'il s'est quand même passé plusieurs années entre ces deux programmes et j'aurais trouvé que c'était logique de plutôt lancer ça en parallèle. Donc, je trouverais important que la France lance immédiatement des programmes spécifiquement dédiés aux périphéries et au rural en particulier, simplement pour des raisons que tout le monde connaît, hein, les gilets jaunes, la desserte extrêmement importante des périphéries me semble encore plus essentielle que la desserte des métropoles qui finalement peuvent s'en sortir par elles-mêmes. Et moi, j'aurais personnellement aussi lancé un projet qui vise spécifiquement les réseaux de gares et à faire travailler ensemble les autorités de transport de telle sorte qu'elles aménagent plusieurs gares à la fois parce que en Suisse, en tout cas, nous, on travaille beaucoup par corridor et par étoile et c'est une des façons de faire qui fait vraiment monter la part modale sur tout le bassin de vie. On sait que ça a vraiment de l'effet. Voilà pour ce que je voulais quelle belle commenter. transition vous m'offrez là, Sonia, avec eh bien, le retour d'expérience que nous proposent les deux agences d'urbanisme de Lyon et Saint-Étienne. On va du côté donc, de la ville de Clisson avec Marie Bouget et Benjamin Larousse. Donc Marie pour la ville de Clisson et Benjamin pour l'agglo Clisson-Sèvres-Maine. Donc voilà, cette expérience du côté de Clisson a été identifiée. Je ne vois pas Marie apparaître à l'écran. Est-ce que vous m'entendez, Marie? Oui, je vous entends bien. Voilà, Oui, super. Donc, je j'entends bien disais tout le monde et moi je vois tout le monde donc. Ah, c'est parfait, excusez-nous, on a toujours ces problèmes un peu de feedback. Et donc, une très bonne transition de Sonia à dire que ben voilà, on travaille ensemble. Alors, est-ce que du côté de Clisson, vous allez nous tracer un portrait assez rapide de la description des Oui. atouts de la gare périurbaine? C'est une gare à la croisée, d'ailleurs, intéressante. Et après, revenir sur les propos de Sonia. Ça marche. Eh bien, bienvenue à Clisson. On est une ville qui se situe à 20 km au sud de Nantes Métropole, donc en Loire-Atlantique. On accueille aujourd'hui 7600 habitants et on est un pôle de centralité du territoire, donc du vignoble. On a la chance d'avoir une liaison ferroviaire qui dessert notre gare de Clisson. Et en fait, on a la chance d'être sur deux lignes, on va dire, ferroviaires, qui sont la destination Nantes-La Roche-sur-Yon, comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche, et Nantes-Cholet. Donc, on a deux types de trains que la gare de Clisson accueille, qui est le TER, qui nous permet de faire des Nantes-Clisson en à peine 16 minutes, ou également des tram-trains. Vous avez la photo tout en bas, ça ressemble à un tramway en fait, qui lui dessert 6 autres gares avant Clisson et qui met en moyenne 30 minutes. Donc, on est la première gare de Loire-Atlantique avec 3000 montées et descentes, donc ce qui est énorme pour un territoire comme Clisson et ce qui rejoint le fait d'être un pôle de centralité, puisqu'aujourd'hui, Clisson est une ville périurbaine plutôt qu'une petite commune, avec un véritable cœur de ville, de nombreux commerces, des zones d'activité. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on a autant de montées et de descentes par jour. Quels sont les noms des villes voisines? Donnez-nous deux, trois Alors, noms oui, autour. Alors, je vais revenir oui, justement sur la carte que je vous ai mis, qui est le schéma vélo intercommunal. Donc, on fait partie d'une communauté de communes qui a été, il y a 2 ans, en fait, la fusion entre 2 autres communes. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide d'avant juste pour expliquer? Pas trop longtemps, hein. En fait, donc on a la chance d'avoir 3 gares. Donc, Clisson-Sèvres-Maine-Agglo gère 3 gares sur notre territoire, qui sont les gares qu'on voit le long de la ligne noire en bleu. Et on a la gare au milieu, qui est au Palais, qui elle, est gérée par une autre AOM, donc la communauté de communes de Sèvres-et-Loire. Elles ont toutes des caractéristiques différentes. Il se trouve qu'il y en a qui sont situées un peu plus éloignées des bourgs, d'autres qui sont en sortie de bourg. Et à Clisson, nous, on a la chance d'être en plein cœur de ville. On peut voir également le schéma vélo que je vous ai mis, qui lui permet en fait de relier toutes les gares entre elles et les communes entre elles, que ce soit des communes rurales ou des communes qui sont le long de la ligne de train. Voilà. Si on passe à la slide d'après, je voulais parler du schéma vélo intercommunal, puisque c'est lui qui nous, on va dire, qui nous relie entre nous communes. La communauté de communes, donc Clisson-Sèvres-Maine-Agglo, a voté un budget conséquent de 5,4 millions d'euros pour aménager les 340 km qui ont été décidés sur l'ensemble du vignoble. Les 5,4 millions d'euros, ils vont les investir de façon propre, eux, maîtres d'œuvre, ou nous, communes, nous créons les travaux et la communauté de communes peut nous cofinancer.
Je vous ai mis une photo d'une des dernières liaisons vertes que nous avons réalisées cette année. La photo a été prise, je suis à 400 mètres de la gare. Donc c'est pour vous donner une idée qu'on permet aux vélos, mais aussi également aux piétons, d'accéder à la gare avec des liaisons vertes sûres, en dehors des routes et des voitures. Et donc notamment celle-ci, elle rejoint la zone d'activité Tabary, donc elle arrive en pleine zone d'activité. Vous avez également la dernière piste bidirectionnelle créée par l'AGLO, qui, elle, relie les villages au centre d'activité de Gétigné. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Oui, peut-être je peux en profiter aussi pour faire une petite incise. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'il en est de la question des petites gares? Sonia et Thierry Ducrest en ont parlé. Est-ce qu'il y a elles sont aidées, il y a une approche un peu spécifique sur ces toutes petites gares? C'est à moi de répondre. Oui, allez-y. Non, mais continuez le fil de votre propos. Je voulais un petit peu voir si vous rebondissiez un peu sur le propos du réseau des gares à valoriser à la demande de Clisson. Comment vous procédez? Alors, c'est Clisson, Sévraine Agglo qui gère les autres gares. Après, nous, en tant que ville de Clisson, on est, comme l'a dit d'ailleurs Sonia à plusieurs reprises, on a besoin d'être, au vu du fait qu'on est un pôle de responsabilité, enfin un pôle de proximité important dans le vignoble, on a besoin d'être ces territoires un peu locomotives où on doit montrer l'exemple pour essayer d'être au maximum et pouvoir accueillir les vélos, les piétons, tout le monde. Et donc, on a une certaine responsabilité en tant que ville-pôle d'avoir les infrastructures en tout cas nécessaires. Mais à Clisson, comme dans les autres gares que j'ai citées, c'est-à-dire la Foissière, Gorges ou le Palais, il y a aussi des abris vélos et on va les voir, je vais en parler aux gares. Il y a aussi des appuis vélos, donc c'est pas la politique, elle n'est pas menée qu'à Clisson. Je voulais revenir sur cette diapo. Donc en fait, je vous ai montré, ça c'est le cœur de ville de Clisson. Donc on est sur un rayon d'action de 1,5 km. Là, la carte que vous voyez, tout peut se faire à pied ou maximum 2 ou 3 minutes en vélo. La gare est au centre et je vous ai mis des photos des 2 derniers Chaussy-Doux qui sont apparus donc cette année pour aller et sortir de la gare, qui ont permis également de ralentir la circulation voiture et de mettre en valeur et de légitimer le vélo comme sa place sur la chaussée. On a également la chance à Clisson de créer énormément de zones de rencontre. Et vous pouvez en avoir un exemple juste en bas, puisqu'on a un énorme plateau ralentisseur devant la gare qui crée déjà cette différenciation de, en tant qu'automobiliste, j'arrive sur une zone de rencontre puisque le revêtement est différent. En plus de ça, on a une signalétique et un marquage au sol donc assez gros et un marquage vertical et horizontal. Donc on a bien compris l'intérêt. Merci voilà. D'accélérer, merci. Alors du coup, ça c'est la gare. Vous avez une belle photo du parvis qui est piéton avec une consigne gare nord, une consigne gare sud. On a 98 consignes pour les vélos. On a également des arceaux et appuis vélos. On a 370 places de parking qui sont aujourd'hui saturées. Alors je dis aujourd'hui en dehors du Covid et du télétravail, parce que quand on le voit dans le télétravail, les parkings aujourd'hui ne sont pas pleins. Et on a, alors c'est timide, on va dire, les consignes vélos. On a quand même la chance à Clisson et sur toute la ligne ferroviaire d'avoir des abris vélos qui sont gratuits et qui ne sont pas gratuits que pour les abonnés de la SNCF. Donc, il suffit simplement de demander son pass pour pouvoir bénéficier d'une entrée sur les abris vélos. Donc, ça, c'est très important et ça fait partie des politiques que la ville et que l'AGLO, et même au niveau régional, qu'on mène pour créer une véritable culture vélo sur le territoire. Et là, je vous ai mis un peu tous les exemples qu'on essaye de faire. On essaie de parler du vélo constamment. On a mis en place des dispositifs d'aide à l'achat du vélo au niveau de la commune. On crée des vidéos pour mettre en valeur. Donc là, vous avez un extrait du vélobus. On a des vélos-écoles, on a du vélobus. On souhaite également créer ce type de panneaux qui existe déjà dans de nombreuses villes en France pour baliser et pour indiquer le temps de parcours à pied et à vélo.
pour inciter les gens à choisir des modes de transport durables plutôt que la voiture. Et je vous ai mis également tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, puisque nous avons la chance d'avoir énormément un tissu associatif très riche à Clisson et en Vignoble, et notamment autour du vélo. Donc, on travaille avec vraiment tous ces partenaires pour essayer de créer une vraie culture vélo sur le territoire. Merci Marie. Donc, je ne sais pas si Benjamin Larousse veut peut-être répondre au chat ou dire quelque chose. En tout cas, là encore, écoutez, on verra pour le chat. J'en profite. Donc, Sonia, Je vois si je qu'il y a comprends beaucoup de bien, questions. quand on écoute Marie, on a bien à Clisson et l'agglomération une réponse à la crédibilisation du vélo. Quelle est votre réaction sur cette présentation qui ouvre un champ intéressant? Absolument. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs points qu'il faut relever. Tout premièrement, je voudrais revenir, peut-être parce que c'est quelque chose qui est plutôt rare et que je salue tout particulièrement, qui est le fait d'insister sur une vraie culture du vélo, y compris vraiment chez les enfants tout petits, et faire en sorte qu'il y ait déjà cette culture d'arriver jusqu'à la gare à vélo, de passer devant la gare à vélo. Je le disais précédemment, c'est peut-être la première chose à faire et la plus importante à faire, c'est de créer vraiment cette habitude chez tout le monde de passer devant cette gare à vélo. Donc ça, c'est un point que je trouve essentiel et qui va dépendre beaucoup évidemment de la localisation des attracteurs et de la façon dont on programme son réseau vélo. Mais c'est vraiment essentiel de travailler aussi avec les assos, même y compris avoir des programmes culturels autour de la question. C'est un point à pas négliger et il faudrait aussi mettre de l'argent dans ces politiques-là. L'autre point que je trouve vraiment exemplaire dans cet exemple, c'est en effet le fait que c'est une gare locomotive et qu'elle sert aussi de rabattement pour son hinterland, pour les autres plus petites gares aux alentours, qu'elle se doit en effet de constituer cette poussée pour tirer tout le territoire en avant. Ça, c'est un point clé. C'est d'autant plus important quand il s'agit comme là de gares fourches qui après embranchent sur plusieurs Oui. sous-lignes. Ça, c'est un point hyper important. C'est aussi le cas lorsque la gare est par ailleurs terminus d'un tram-train ou d'un tram ou d'un axe fort-bus, qu'on a un vrai enjeu d'intermodalité déjà à l'échelle des transports publics. Nous, on a des gares comme ça. Je pense à Coire, par exemple, dans les Grisons, qui est capitale cantonale et qui a un énorme réseau de cars postaux, à Baden aussi, dans la périphérie de Zurich. Sont des gares qui sont extrêmement importantes en tant que rabattement, en tant que telles, et donc pour le coup, elles se doivent d'assumer encore plus ce rôle de locomotive. Ça me semble être deux points qui sont vraiment essentiels. L'autre point que je voudrais aussi signaler ici, c'est le nombre de services, c'est la qualité du rabattement et ce principe que j'ai déjà évoqué précédemment, de travailler à la fois la zone apaisée de proximité immédiate de la gare, faire en sorte que tout le pôle gare et notamment la connexion entre la gare et le centre-ville soit apaisée. Ça, c'est un point essentiel. Je vois beaucoup trop de gares qui négligent ces deux aspects pourtant cruciaux, parce que sans une bonne connectivité, la gare a beau avoir tous les services dont vous avez besoin sur son parvis, sur son stationnement. Si elle n'est pas connectée, elle sera tout simplement pas utilisée. Donc ces points sont en fait extrêmement vitaux pour le bon fonctionnement global de la gare et son attractivité. Et puis, dernier point, c'est le fait de vraiment travailler aussi la dimension nocturne, l'éclairage, comme on l'a vu d'ailleurs la fois dernière aussi pour la marche. C'est pareil pour les cyclistes. Ils vont aussi utiliser tous les temps de la nuit, y compris ces premiers temps, finalement, qu'on soit pendulaire ou qu'on soit là pour les loisirs. On va souvent se déplacer à des heures en hiver notamment où il fait déjà nuit et donc c'est essentiel d'avoir aussi une approche nocturne dans ces aménagements pour les cyclistes. D'autant plus important quand on a des problèmes de sécurité liés au stationnement vélo. Très bien, merci Sonia, c'est parfait. Alors je vais prendre un peu de frustration, quelques questions de chat, mais guère plus. On les trouvera capitalisées dans la séance de synthèse du 17 mai, donc merci à vous pour vos contributions. Une question peut-être à Thierry Ducret avant de revenir du côté de Clisson. Thierry, je ne sais pas si vous êtes... Oui, je perçois votre présence. Est-ce qu'il y a, dans la politique nationale du vélo, est-ce qu'il y a une perspective qui envisageait un grand rendez-vous bilan qui pourrait... commencer un petit peu à poser les jalons de l'évaluation. Est-ce que vous avez des petites choses à nous dévoiler là-dessus sur ce bilan un peu qualitatif
Alors non, en fait la période, enfin pour répondre directement à votre question, non, la période électorale avec les présidentielles et les législatives à venir, évidemment à l'échelle nationale sont très importantes puisque ce mandat-là s'achève. Quelles seront les priorités du prochain mandat? Je donne rendez-vous en mai et en juin après les élections et quelle sera la volonté du gouvernement de pousser ces questions de démarche vélo. Voilà, peut-être je peux souligner aussi quelque chose d'important. Il y a le député Gouffier-Cha va remettre un rapport sur la question de la filière économique du vélo. Le vélo, c'est pas simplement une problématique de déplacement, c'est aussi une problématique économique qui est en forte croissance. Et donc son rapport, qui devrait être remis fin janvier, début février, comportera vraisemblablement un certain nombre de mesures qui vont éclairer cette question de la dynamique du vélo. Ce sont des contributions pour tout le monde, je pense. On suivra tout ça avec intérêt, surtout Luc François du côté de la région de stéphanoise, qui n'est pas sans évoquer l'histoire du cycle. Je reviens vite sur une question de chat. Alors je vous le dis, Thierry Lucrèce, il y a beaucoup de questions sur le chat. J'en ai répondu à quelques-unes, mais... sur les questions de l'emport. Donc, je pense que voilà, il y a un dialogue là. On pourrait faire presque une séance spécifique. Et très vite, avant de passer la question, le final à Sonia, est-ce que du côté de Clisson, le président du SMT, Thierry Kovacs, est lui-même maire de Vienne. Il y a des questions patrimoniales, touristiques. Marie, est-ce que ce déploiement domicile-travail du vélo et de l'intermodalité, est-ce qu'il trouve un peu des atterrissages dans une politique d'aménagement plus ouverte sur les loisirs et le tourisme? On parle du tourisme, mais le touriste est englobé dans la politique vélo. Il y a des axes touristiques. On a la ligne touristique à vélo qui s'appelle Nantes à vélo. Donc il y a la Loire, mais il y a aussi une descente vers le vignoble et on a la Vendée Vélo qui traverse Clisson. Donc ça fait partie, on a beaucoup de touristes à vélo, mais on va dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est nous, les déplacements du quotidien. Et je reviens sur l'emport parce que j'ai vu les discussions sur l'emport et nous avons eu le débat, nous avons déjà eu le débat avec Monsieur Lecresse. Oui. Nous, à titre, on va dire, ville, on plaide pour l'emport du vélo dans les gares. Voilà. Et c'est un vrai sujet. Il ne faut pas empêcher les gens d'emmener leur vélo dans les gares et j'aime beaucoup la proposition de créer des grands sas pour en fait tous les usages et c'est aujourd'hui un combat qu'on mène avec l'agglo et notamment rien que pour mettre des rampes d'accès escalier. J'ai vu aussi la question qui est défilée dans le chat. Bon, en tout cas, je voulais quand même dire on a la chance à Clisson d'avoir une gare ouverte à 360 degrés. Et on a deux accès à la gare, gare nord et gare sud. Donc, les gens peuvent y rentrer et sortir sur deux axes. Et ça, je pense que c'était important de le dire, puisqu'ils n'ont pas à faire tout le tour, que ça soit à pied ou à vélo, en fait. Et donc, ça reste un passage, comme l'a dit Sonia également, c'est un passage, c'est une traversée entre deux quartiers. Donc, les gens passent devant la gare, même s'ils ne vont pas à la gare. Voilà, donc c'était important de... Le fameux lieu de vie que défend Sonia. C'est un lieu de vie. Oui, absolument. Benjamin Larousse, à grande frustration, je vais vous poser une question et ne pas écouter votre réponse. Je suis un peu short dans le temps, mais j'avais envie de vous poser en lien au chat la question du dialogue constructif là, avec la collectivité voisine et les communes voisines. Bon, on va, je pense, aborder ça aussi par rapport aux apports de Sonia. Donc, ne m'en veuillez pas. Pardon. Sonia, la parole vous revient. Peut-être pour nous aiguiller sur quelques autres leviers pour le vélo en gare périurbaine. On vous écoute, Sonia. La vidéo. Oui, merci. Donc, je vais commenter en effet avec la vidéo que j'imagine va démarrer. C'est simplement pour... Est-ce que du coup vous m'entendez? Ça va? Pour le coup, ce qui va être intéressant dans cet exemple, c'est donc la gare de Guiseville, qui est une petite gare qui est justement située dans un réseau en étoile proche sur l'arrière-cour, si on peut dire, de Lucerne, entre Lucerne et Interlaken. On est sur la ligne du Brunig, qui est une ligne de la Suisse centrale, à la fois très touristique, donc c'est essentiellement des TER, mais qui connectent donc ces deux villes moyennes, qui sont Interlaken
et Lucerne, et qui dessert donc toute une série de villages. Donc Guiseville ici est un village de moins de 3000 habitants. Vous voyez immédiatement, donc c'est une gare qui a été refaite relativement récemment, comme on peut voir par son état général. Vous remarquerez qu'il y a relativement peu de moyens qui sont mis sur le P+R voiture. Il y a évidemment les places qui sont là, mais le gros des moyens est dédié au mode actif. Et aussi, comme vous le voyez, à la possibilité d'avoir des vélos électriques. On a énormément de signalétique et je pense que c'est un point clé de la question, mais évidemment pas que. Vous voyez ici le démarrage de la voie verte qui accompagne, qui est donc tout le long finalement de ces gares qui sont en enfilade, en réseau sur toute la vallée. Vous avez une très très grande amplitude horaire du service qui va de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Ça, je pense que c'est un point clé aussi. On a les services en gare. Cette gare-ci fait partie des gares de 4e rang sur les 5 rangs qu'on a en Suisse. Et vous voyez qu'elle est vraiment faite pour faciliter à la fois l'accessibilité, avoir immédiatement déjà de quoi acheter, à boire et à manger, éventuellement même pour les choses dont vous avez besoin. Ici, on voit l'arrêt de bus qui est devant la gare. On a donc tous les services évidemment qui vont après connecter avec tous les villages des environs. Vous voyez ici des personnes en attente. On voit qu'immédiatement en face de la gare, nous avons un hôtel. De l'autre côté, vous avez un bistrot. Ici, vous voyez le stationnement vélo. Il y a de la place pour plusieurs centaines de vélos pour une gare qui est pourtant petite en soi. C'est vraiment de loin pas la plus grande de cette vallée. Starnen, qui se trouve juste par la suite, est là. Vous voyez immédiatement des accès comme le fait qu'on a une immense place de jeu, qu'on démarre immédiatement les voies vertes et bleues. Vous voyez que là, alors que pourtant c'était une journée où il faisait -5, on a des gens qui sont en balade, on a des gens qui se baladent avec leurs enfants. Vous voyez ici toute la signalétique mixte, vélo, piéton, c'est un point important. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a tous les services qui sont imbriqués en pleine proximité et le pôle gare contient tout ce qu'il faut. Vous avez aussi la Coop, donc tout le supermarché, non seulement le petit supermarché de proximité directement relié à la gare, mais en face, le plus grand supermarché de Guiseville qui vraiment sert à tout Guiseville, on va dire. Et puis, vous voyez comme c'est important, les petits services. On a beaucoup d'endroits pour s'asseoir, on a l'œuvre d'art qui marque l'entrée de la gare, on a les toilettes qui sont sécurisées, on a aussi une partie sécurisée qui va apparaître un peu plus loin, je pense, sur le film qui montre là où on voit qu'il y a aussi une partie qui est pour notamment les vélos électriques sécurisés. Donc ça, c'est un point essentiel aussi, mais je voudrais juste simplement vous signaler que cette toute petite gare où finalement le nombre d'habitants est minuscule, on n'est même pas à 3000, je crois qu'on est à 2800, on a tous les ingrédients en petit de ce qu'on aurait dans une grande gare, et ça, c'est le secret des gares suisses, c'est qu'on a toujours cette idée de toujours faire. C'est vraiment du small is beautiful. C'est toujours faire les choses dont on a besoin, mais en petit. Et on voit que ça marche bien. On voit l'énorme, je dirais, succès quand même. Vous voyez qu'on est en plein hiver. J'ai filmé ce film la semaine dernière par -5, je vous dis. Et vous voyez à quel point les mobilités douces sont présentes dans ce secteur. Les gens viennent vraiment à la gare à pied, à vélo, et utilisent aussi la gare par ailleurs par d'autres façons. Je vous ai mis aussi 2-3 exemples sur la façon dont on peut voir le train lui-même. Et vous voyez que c'est aussi intéressant de voir que finalement, toutes les 2-3 minutes, c'est pour ça que j'ai fini cet exemple, on s'arrête dans une gare de ce type en fait. Et nous avons une dizaine de gares comme ça jusqu'à Lucerne. Et donc cette demi-heure de train-là est pointillée par tout un réseau de gares qui est du même type que celle de Guiseville. Donc de ces gares petites, mais belles, mais intéressantes, mais vivantes, qui font que nous avons vraiment beaucoup d'usages, et des usages liés aux loisirs, à la proximité, aux achats, au travail. Ça, c'est essentiel de vraiment bien le comprendre et voir aussi que tous les publics sont concernés, depuis les tout petits enfants jusqu'aux seniors, en passant par les actifs. On a vraiment tout le monde. Voilà, donc pour ce que je voulais insister à ce stade, étant donné que le temps file, je repasse la parole pour qu'on puisse conclure.
Il n'y a plus de son. Alors, Luc François, vous n'êtes pas là pour le mot de la fin. Alors, Si, je suis là. Mais on ah, vous a si, pas si. entendu. Excusez-nous, après Sonia, on a eu un grand blanc pendant 30 secondes et on vous a pas entendu. Ah, ben, écoutez, c'était Il bien se parce tape. que dans le fond, c'était pas forcément essentiel. Bon, Et en fait, ça n'a pas manqué à la démonstration de vous dire que merci à toute l'équipe projet qui a préparé cette séance. Effectivement, on est allé sur ces territoires où on a appris des choses, où on prend des inspirations pour des territoires où il pourrait se passer plus de choses sur l'intermodalité vélo. Est-ce que vous êtes inspiré à nouveau par les propos de Sonia? Quelque chose ah, me dit que oui. alors, écoutez Sonia, vous écoutez tous. Bien entendu, le format de ce webinaire, il est un peu frustrant parce qu'on reste un petit peu sur sa fin. On a envie de développer, bien entendu, mais le but aussi, c'est d'intéresser et d'aller plus loin dans plusieurs échanges. Et finalement, ces petits explosifs là qu'on voit, alors du côté de Clisson, de notre côté, enfin, c'est des petites idées qu'on prend par-ci par-là en Suisse et ailleurs. Et finalement, c'est fait pour juste allumer notre esprit sur différents thèmes, et notamment le vélo. Mais c'est un terrain de jeu intellectuel qui est formidable, parce que finalement, je pense on est presque au point zéro, et que l'avenir est devant nous au niveau de l'usage du vélo. Et en cette période de début d'année, alors il me reste 4 minutes, donc je vais essayer de conclure en 4 minutes, mais en cette période de début d'année, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est que je devais vous souhaiter mes vœux. Bon, en 2022, en début d'année, on se souhaite meilleurs vœux. Alors, je vous souhaite meilleurs vœux à tous, mais qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Et pour terminer ce webinaire, moi, j'ai envie de ne pas se souhaiter, mais un peu rêver. Rêver par exemple, on pourrait penser à une part modale du vélo à 12-15%, n'est-ce pas, monsieur Ducret, ce qui est atteignable. On peut rêver aussi par exemple, pour nos amis lyonnais, d'une gare de la Part-Dieu avec 22 000 stationnements vélo. Par exemple, on pourrait, vu la taille de la gare, on pourrait très facilement penser dans les années à venir ou rêver de 22 000 stationnements vélo. On pourrait aussi rêver à une carte TER incluant de la location vélo ou en améliorant l'emport du vélo. On peut rêver aussi à des gares intégrant des services essentiels, et notamment la boulangerie, la petite épicerie du coin, pour que ces gares finalement ne soient pas que des lieux de transit, mais aussi soient des lieux de vie. Enfin, tout ça, ça fait un petit peu rêver, effectivement. Mais c'est à nous, décideurs publics, d'aller vers ces actions et faire tomber finalement les frontières de l'intermodalité. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris l'application TGV, tout le monde l'a hein, sur son smartphone. Hein. Eh ben, prenez l'application TGV et prenez les services que vous offre par cette application la SNCF. Vous trouvez les taxis, vous trouvez la location de voiture, mais vous ne trouvez pas la location de vélo. Allez-y, confirmez-moi, enfin, je peux vous confirmer cette information. Le vélo n'est pas systématiquement intégré dans les applications multimodales de transport. Ça reste encore un mode de déplacement qui reste un petit peu à la traîne. Et toutes ces choses-là, dans nos esprits d'aménageurs de voirie, d'urbanistes, d'urbanité, de faiseurs de ville, eh bien, il faut que ces modes doux soient complètement intégrés à la base de la réflexion de nos préoccupations et de mobilité. Eh bien, je crois que l'avenir est devant nous et je pense qu'on peut souhaiter une bonne année parce que cette année sera riche en matière de déplacement doux, riche en matière de développement du vélo et pensons mobilité, mode doux et pensons à l'avenir d'une ville apaisée parce que je pense que c'est un moyen pour vivre une ville apaisée. Il est 59, je vous laisse la parole. Merci. Je remercie par contre les services de SMT et notamment sa directrice. Excusez-moi. Merci. Merci à vous tous. Merci pour ce rendez-vous très intéressant du SMT.
Pardon pour la vélocité, mais je crois que tout le monde a challengé et on se retrouve pour le prochain webinaire numéro 3, toujours sur la question de l'intermodalité en mode pratique. Passez une très bonne journée et à très vite avec le MCMT. Merci. Au revoir, bonne journée.